Pour commencer, rendons-nous au Mexique, sur les côtes du Pacifique, où vient trouver refuge, chaque hiver, la dernière grande colonie de baleines grises. Cette espèce de baleine a failli disparaître, exterminée par les baleiniers à la fin du siècle dernier. Heureusement depuis, la chasse est réglementée et les biologistes essaient d'en savoir plus sur ce mammifère afin de mieux le protéger, mais regardez plutôt. Un désert entre deux mers. Nous sommes dans la péninsule de Basse-Californie, à l'ouest du Mexique. 1500 km de long. À l'est, la mer de Cortés. À l'ouest, le Pacifique. Dans cet immense désert de sel, aride, écrasé de soleil, la vie est rare. Pour trouver beaucoup d'animaux, il faut chercher dans l'eau. Nous sommes dans la lagune de San Ignacio, au royaume de la baleine grise. Stéphane a quitté l'ex-Allemagne de l'Est il y a 10 ans pour en savoir plus sur cet animal. Sa spécialité, c'est la télémétrie, c'est-à-dire l'étude du déplacement des baleines. Aujourd'hui, on va utiliser un émetteur VHF pour suivre les déplacements à l'intérieur de la baie d'une mère avec son bébé et aussi ceux d'une baleine solitaire. Une fois l'animal repéré, reste à lui implanter l'émetteur, une drôle de flèche de métal surmontée d'une antenne et propulsée par une arbalète. Je dois tirer environ à 2 mètres en arrière de son évent par lequel elle souffle. C'est l'endroit le plus souvent émergé. Bien tiré, l'émetteur a l'air calé au bon endroit dans la graisse de l'animal. L'appareil porte à 20 km. Si l'émetteur est bien placé, des stations réceptrices vont suivre les déplacements de la baleine depuis la terre ferme pendant plusieurs semaines. Parfait Stéphane, ils écoutent le signal. Dès que la baleine se montre, ils l'entendent. Dans la lagune de San Ignacio, les scientifiques mexicains les photographient toujours du même côté. Ils complètent ainsi un fichier de plus de 1000 individus. Si ces baleines sont suivies d'aussi près, c'est qu'elles ont bien failli disparaître, victimes de leur goût du voyage. En effet, les baleines grises vivent l'été entre la Sibérie et l'Alaska. Dans ces eaux froides, elles se gorgent de plancton avant d'entamer une migration de 10 000 km le long de la côte américaine. C'est là que les chasseurs de baleines les ont massacrées à partir de 1850. Dans les années 1900, elles n'étaient plus que quelques dizaines à arriver jusque dans les eaux de Basse-Californie pour y passer l'hiver et s'y reproduire à l'abri des orques et des requins. Heureusement, depuis cette époque, la chasse est réglementée. Et après avoir frôlé l'extinction, la population de baleines grises se redéveloppe. Mais tout danger n'est pas écarté. Une population qui a redémarré à partir d'un effectif aussi réduit n'est-elle pas menacée par la consanguinité? C'est ce que cherche à savoir l'océanologue Jorge Urban. Lui aussi est un spécialiste de ces nouvelles formes de chasse à la baleine. En 23 ans d'études des cétacés de Basse-Californie, il a eu le temps de se faire la main. Je vais aussi essayer d'avoir le bébé. Comme ça, j'aurai un échantillon de toute la famille. Malgré les apparences, les flèches de Jorge Urban n'ont rien d'hostile. Elles ne font que rebondir dans le gras du cétacé en lui arrachant au passage un minuscule échantillon de chair. Ramené à terre, chaque prélèvement va être décortiqué minutieusement dans les laboratoires de l'université de La Paz ou dans les meilleurs centres d'études américains. C'est ce qu'on appelle une biopsie. L'objectif, c'est d'identifier le patrimoine génétique des baleines grises. Nous étudions un ADN spécial contenu dans les mitochondries des cellules. Il nous permet de savoir si la diversité génétique n'a pas été affectée par la chasse intensive que la baleine grise a dû subir au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe. Et on étudie aussi l'ADN du noyau pour connaître les liens de parenté entre les membres de la colonie, les oncles, les pères, les neveux, etc. Grâce à ces études, on vient de faire une découverte étonnante.
Certains individus sont issus d'un croisement de rorquals communs et de baleines grises. Cette hybridation, comparable à celle de l'âne et du cheval, était inconnue jusqu'alors entre deux espèces de cétacés. 24 000 baleines grises parcourent aujourd'hui le Pacifique. En apprenant à mieux les protéger, les scientifiques parviendront peut-être un jour à les réintroduire dans l'Atlantique qu'elles habitaient encore il y a 4 siècles. Encore faut-il que des pays comme le Japon ou la Norvège cessent définitivement de pratiquer la chasse à la baleine. Détendeur, barre, azote, palier de décompression, tout le monde connaît ces termes. Ce sont ceux qu'emploient les plongeurs. Mais à quoi correspondent-ils exactement? Pour éviter de plonger en eau trouble, voici quelques explications avant vos premiers pas dans des palmes. À vos masques, prêts, plongez. La plongée, un sport toujours risqué. Car sous la surface, l'homme doit affronter un ennemi invisible mais omniprésent, la pression de l'eau. Elle oblige le plongeur à respecter des règles bien précises. Tout écart peut avoir des conséquences très graves. Pour bien comprendre ces règles, direction la plus grande fosse à plonger d'Europe. Nous sommes à Villeneuve-la-Garenne, près de Paris. Tout d'abord, les bouteilles. Qu'y a-t-il dedans? Alors dans les bouteilles, on a de l'air comprimé, composé d'oxygène. On a 21% d'oxygène, 78 et quelques pourcents d'azote, et puis quelques gaz rares. C'est à peu près la même chose que ce que l'on respire sur Terre, sauf que là, l'air est sous pression. Ces bouteilles en fait ont un volume de 12 litres. Maintenant, la pression qu'elles peuvent supporter équivaut à 200 bars de pression. Ce qui donne en fait 2400 litres d'air d'autonomie pour le plongeur. Avec 2400 litres d'air, on peut plonger entre 40 et 60 minutes. Mais si cet air à 200 bars arrivait tel quel dans les poumons du plongeur, il les ferait exploser. C'est pourquoi il passe d'abord dans un système qui le dilate. Cette invention à laquelle a participé le commandant Cousteau a révolutionné la plongée. C'est donc le détendeur qui va permettre au plongeur de respirer sous l'eau à la pression ambiante. Un gilet, un masque, des palmes, une ceinture de plomb pour lester le tout, car un homme, rappelons-le, ça flotte, et c'est parti. Plus on descend et plus la pression augmente à cause du poids de l'eau. En surface, la pression atmosphérique est de 1 bar. À moins 10 mètres, on est à 2 bars. À moins 20 mètres, à 3 bars, et ainsi de suite. Résultat, tout ce qui contient de l'air, comme cette bouteille, va diminuer de volume, à moins d'être fabriqué avec un matériau très résistant comme l'acier. C'est bien sûr le cas des bouteilles de plongée. Et notre corps, comment réagit-il à la pression? C'est d'abord au niveau des tympans que les effets se font sentir. À l'extérieur de l'oreille, la pression de l'eau augmente. À l'intérieur, dans l'oreille interne, elle reste la même. Résultat, le tympan s'enfonce vers l'intérieur, entraînant une sensation de douleur et parfois même une perforation. Pour rééquilibrer la pression de part et d'autre du tympan, il faut envoyer de l'air vers les oreilles. C'est simple, il suffit de souffler en se bouchant le nez. Nous sommes à moins 20 mètres, en bas de la fosse. Comment va se passer la remontée? Logiquement, la pression diminue quand on remonte et l'air se dilate. C'est là que réside le premier danger. Regardez ce sac en plastique. Gonflé à l'air, il va exploser 10 mètres plus haut à cause de la dilatation de l'air. Pour que nos poumons ne fassent pas la même chose, il faut remonter doucement, sans bloquer sa respiration, pour éviter toute surpression. La pression a un autre effet. En profondeur, l'azote respiré par le plongeur se dissout dans le sang exactement comme l'oxygène. Mais à la différence de ce dernier, l'azote dissous n'est pas consommé par notre organisme. Il s'accumule donc dans le sang pendant la plongée. À la remontée, il va falloir laisser s'échapper ce trop-plein d'azote qu'on a fixé au fond. Alors évidemment, cet azote ne s'échappe pas d'un seul coup, donc on va rester un certain temps, à une certaine profondeur. Ces arrêts, on les appelle aussi des paliers. Et ces paliers sont fonction du temps qu'on est resté au fond de l'eau et de la profondeur où on est allé, puisqu'ils sont fonction en fait, de l'azote qu'on va fixer dans nos différents tissus. Pour connaître la profondeur et la durée des paliers qu'ils devront réaliser, les plongeurs se réfèrent à ce qu'on appelle des tables de plongée. S'ils ne les suivent pas rigoureusement, ils risquent l'accident de décompression. En effet, s'il reste de l'azote dissous dans le sang, celui-ci va se dilater à la remontée et former de petites bulles de gaz qui vont boucher les vaisseaux sanguins et bloquer la circulation. Seuls les paliers de décompression laissent le temps à l'organisme d'éliminer cet azote. Le dernier danger de la plongée est toujours lié à ce gaz.
À partir de 40 mètres, l'azote dissous dans l'organisme devient toxique. On parle alors de narcose ou d'ivresse des profondeurs. Comme sous l'effet d'une drogue, le plongeur ne maîtrise plus ses réactions et peut faire n'importe quoi. Il faut donc savoir ne pas s'aventurer trop bas. Donc, en résumé, il faut rééquilibrer à la descente, remonter doucement, respecter à la lettre les paliers de décompression et les profondeurs maximales. Le non-respect de ces précautions fait bien plus de victimes chez les plongeurs que les requins ou les poissons venimeux. Mais si vous les respectez, elles vous ouvriront les portes d'un univers fascinant. Et quelquefois, descendre à faible profondeur suffit d'ailleurs pour contempler les merveilles de la mer. Et ce ne sont pas les locataires de l'Undersea Lodge qui vont me contredire. Dans cette chambre d'hôtel un peu particulière, on profite de la vue non pas sur la mer, mais sous la mer, avec les poissons pour passants et les coquillages pour palmiers. Pour une immersion tout confort, sans se mouiller, suivez les maîtres d'hôtel masqués. La Floride, un paradis pour les touristes avec ses milliers d'hôtels. Et voici le plus original d'entre eux, le Jules Undersea Lodge, le seul hôtel sous-marin du monde. Bonjour tout le monde, ici la cabine de surveillance. Nous sommes prêts pour le petit déjeuner. Si vous êtes levé, habillez-vous. Mike arrive avec le petit déjeuner. Dans cet hôtel très particulier, pas de plateau de service. Le petit déjeuner est apporté dans une valise étanche. Masque, palme et détendeur obligatoires pour Mike, un plongeur démineur professionnel reconverti en maître d'hôtel. En quelques coups de palme, il atteint l'entrée de l'hôtel à 6 mètres sous la surface. Ce sas est l'unique moyen d'accès. Douche obligatoire avant le service. L'eau est chaude car les plongeurs ont souvent besoin de se réchauffer après leur séjour dans l'eau. Dans le salon, salle à manger cuisine, on sert le petit déjeuner comme dans n'importe quel hôtel. Hey Justin, here's your breakfast. We'll put some strawberries. La température et l'humidité sont même régulées grâce à l'air conditionné. Rien n'a été oublié. Et voici maintenant les deux chambres. Ce n'est pas très grand, mais il y a tout le confort moderne. Moi, j'ai dormi ici. Et ici, c'est la chambre de mon père. Avec sa télé, sa stéréo, et il a son propre frigo, son lavabo, et les deux chambres ont un hublot. Et oui, ici les chambres n'ont pas vue sur mer, mais vue sous mer. Et voici le sas. Les férus de plongée sont à leur affaire. Pour se livrer à leur activité favorite, ils n'ont qu'à s'équiper et plonger directement par le sas. De toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est le seul moyen de rejoindre la surface. Pas besoin de palier de décompression, on n'est ici qu'à 6 mètres de profondeur. L'hôtel est posé au fond d'un bras de mer, bien à l'abri des vagues. L'eau y est très riche en plancton, ce qui lui donne cette couleur verte et fait le bonheur de nombreux poissons. Construit au début des années 70, cet habitat a d'abord hébergé des missions scientifiques. Relié à la surface par une multitude de câbles et de tuyaux, l'hôtel est comme une grosse cloche à plongeurs. Des pompes y envoient de l'eau douce, froide et chaude, d'autres pompes se chargeant d'évacuer les eaux usées. Un compresseur envoie l'air nécessaire à la ventilation et à la climatisation. Pression, 1,5 atmosphères pour compenser la pression de l'eau à cette profondeur. Évidemment, l'hôtel est sous surveillance. Caméra vidéo, radio, système de talkie-walkie. Les aquanautes, clients de l'hôtel, peuvent communiquer à tout instant avec les terriens. Nous avons donc 4 moyens de communiquer avec l'hôtel sous-marin. Et il y a aussi un téléphone normal. On peut appeler à ce numéro et eux aussi peuvent appeler chez eux. Appeler en PCV, utiliser une carte de téléphone ou une carte de crédit. Environ 60% de nos clients ne savent pas plonger, mais après une initiation de 3 heures, ils sont capables de descendre à l'hôtel. S'ils veulent aller plonger, on met un moniteur à leur disposition, et ils peuvent plonger quand ils veulent. En fait, l'hôtel est déjà réservé plusieurs mois à l'avance.
C'est le genre de choses que tout le monde rêve de faire, mais habituellement, seuls les scientifiques ou les astronautes le font. Cet hôtel permet à tout le monde de dormir sous l'eau, et c'est vraiment merveilleux. Et ce n'est pas tout. Dans ce bras de mer, tout a été conçu pour la découverte de la vie sous-marine. On peut à loisir jouer à Jules Verne en prenant un cours de pilotage de sous-marin. De poche, bien entendu. Il permet d'explorer le fond du lagon. Idéal pour s'initier à l'archéologie sous-marine. On a même posé au fond de faux restes d'épave. Comme dans n'importe quel hôtel, une fois les clients partis, reste à faire le ménage. C'est le rôle de Mike, maître d'hôtel, cuisinier, homme de ménage et porteur de bagages sous-marins. Ce sont les bagages des clients, je les rapporte à la surface. Et c'est comme ça, 10 à 20 fois par jour. Le grand blond avec une valise jaune nage vers la surface dans le seul hôtel sous-marin du monde. Passer des vacances sous l'eau, une expérience inoubliable qu'on vivra peut-être un jour à grande échelle dans des cités sous-marines. Nous traversons maintenant les États-Unis pour nous rendre à Seattle où vit Dudley, la plus grande pieuvre au monde en captivité. Une pieuvre qui, comme ses congénères, étonne toujours les scientifiques par ses capacités, la preuve en image. Seattle, c'est la patrie du grunge. La ville est aussi connue pour cette tour futuriste, son marché aux poissons et son célèbre aquarium. Il abrite l'une des plus grandes pieuvres vivant en captivité. Elle s'appelle Dudley. Dudley, la voici. Chacun de ses 8 bras atteint 1,5 m. Ses centaines de ventouses lui permettent de rester plaqué contre la paroi de l'aquarium. Ce matin, Dudley va être pesé. C'est un rituel hebdomadaire qui permet de suivre sa croissance. Mais dans un premier temps, l'animal cherche à se dissimuler et change de couleur pour se fondre dans son environnement. Regardez, il vient de perdre sa teinte rouge pour être moins visible au milieu des cailloux. Finalement, il accepte d'être placé par le plongeur dans ce seau. Direction la balance. Verdict, 52 livres, soit 23 kilos. Cette pesée régulière nous permet de surveiller sa santé. Quand les pieuvres arrivent à maturité, elles arrêtent de manger et commencent alors à perdre du poids. Et là, vous voyez, Dudley a encore maigri. Cela nous signale qu'il approche de la fin de sa vie. Ce n'est pas encore le cas de Sophie, dont voici le déjeuner, un crabe vivant. En dépit des grosses pinces de celui-ci, Sophie, une pieuvre de 30 kilos, n'en fera qu'une bouchée. Elle le capture avec un de ses bras avant de l'amener à sa bouche. Mais comment va-t-elle venir à bout de la solide carapace du crabe? Grâce à une technique étonnante que nous ne pouvons malheureusement pas observer, car l'opération se déroule dans les replis de l'animal. La voici reconstituée en image de synthèse. La bouche du poulpe, c'est cet orifice en bec de perroquet. La pieuvre va injecter sous la carapace une salive venimeuse qui va amollir la chair du crabe avant d'aspirer l'intérieur. La pieuvre laisse intacte la carapace du crabe. Tous les autres animaux qui mangent des crabes cassent la carapace. La pieuvre est la seule espèce qui la laisse intacte. Sa technique, c'est de sucer ce qu'il y a à l'intérieur, comme un vampire. De la même famille, mais de taille plus petite, cette pieuvre rubescente est étudiée dans les laboratoires de l'aquarium au sous-sol. Comme ses grandes cousines, son corps est totalement déformable. L'absence de squelette ou de carapace lui permet de rentrer facilement par des ouvertures très étroites. C'est ainsi qu'une jeune pieuvre a élu domicile dans cette bouteille. Je vais observer le comportement de ces pieuvres dans 3 situations différentes. D'abord, je vais simplement soulever le couvercle de l'aquarium, puis je vais ouvrir et les menacer avec ce goupillon. Ensuite, je vais ouvrir et je vais les nourrir avec ces petits crabes. But de ces expériences, comprendre le comportement de ces poulpes pour déterminer comment améliorer leurs conditions de captivité. Première situation, une simple ouverture du couvercle et premières observations, les yeux restent ouverts, la couleur ne change pas.
Rien de tel dans la deuxième situation, la menace par le goupillon. Le poulpe Georges se contente d'éviter l'instrument. Mais il n'est pas assez affolé pour se recroqueviller ou pour éjecter son encre. Ce liquide qui, en cas d'attaque, sert d'écran entre l'animal et son prédateur. Sandy et Pénélope, deux individus d'une autre espèce, eux, se contractent. Visiblement, l'instrument leur fait peur. Dernière situation, le nourrissage. Face au crabe, Georges a un comportement bizarrement indifférent. Il ne doit pas avoir faim et il laisse le crabe se promener sur son territoire. Ce n'est pas le cas de sa voisine Pénélope. Elle abandonne sa timidité et s'élance vers sa proie. Deux heures plus tard, les pièces de la carapace, vidées, jonchent le fond de l'aquarium, tandis que Georges, lui, n'a toujours pas touché à son déjeuner. Les résultats de ces observations permettront donc d'améliorer les conditions de captivité des poulpes. Mais l'objectif est aussi de comparer le comportement des différentes espèces. Première conclusion des chercheurs, de la plus petite des pieuvres au poulpe géant, chacun possède un caractère bien affirmé. Ils auront beau étirer leurs bras ventousés dans tous les sens, ces sympathiques poulpes ne seront jamais aussi envahissants que la fameuse algue tueuse, la Colerpa taxifolia. On a entendu beaucoup d'avis très alarmistes au sujet de cette algue exotique. Échappée des aquariums de Monaco en 1984, elle aurait une fâcheuse tendance à coloniser la Méditerranée, de l'Espagne à la Croatie. Mais dans quel état se trouve vraiment le littoral méditerranéen? Pour y voir clair, un océanographe et son équipe ont employé les grands moyens. Plongeurs et hydravions ont été mobilisés pour faire le vrai bilan de santé de cette côte. Le voici. Cette algue verte, c'est la Colerpa taxifolia. Longtemps surnommée algue tueuse, cette espèce prolifère sur le littoral méditerranéen au détriment de sa végétation traditionnelle, l'herbier de Posidonie, les longues herbes brun-vert. 16 ans après le début de cette invasion, l'écosystème de la côte est bouleversé. Mais dans quelle mesure ? Pour le savoir, une équipe de scientifiques a mobilisé des moyens exceptionnels grâce à l'appui d'un mécène saoudien. Celui-ci a mis son bateau, le Golden Shadow, à la disposition de l'équipe dirigée par l'océanographe Jean Jaubert. À bord du Golden Shadow, un matériel de plongée ultramoderne et surtout cet hydravion. Pour l'occasion, il va être équipé d'une caméra très sophistiquée qui permet de filmer les fonds marins jusqu'à 20 mètres de profondeur. Celle-ci est fixée au-dessus d'un trou pratiqué au centre de l'appareil. Ainsi équipé, l'hydravion va suivre des trajectoires rectilignes définies à l'avance pour couvrir toute la bande côtière. En parallèle, nous avons un gyroscope qui enregistre les mouvements de l'appareil avec le roulis et le tangage. Au final, on va croiser les données du gyroscope avec les images de la caméra pour obtenir une image parfaite, bien alignée, débarrassée du roulis et du tangage. Avant le survol, les plongeurs du Golden Shadow disposent, sur des fonds de 5 à 20 mètres, de grandes bâches de plastique blanc. L'eau de mer, on le sait, altère les couleurs. Ces bâches vont donc servir de couleur de référence pour traiter les images filmées par la caméra de l'hydravion. Parallèlement, les plongeurs font une opération dite de vérité terrain. Ils notent la nature des algues présentes, un relevé qui sera ensuite confronté aux données déduites de la caméra. Grâce à une plateforme arrière immergeable, la mise à flot de l'hydravion ne prend que quelques minutes. C'est parti pour 2 heures de vol. L'appareil va longer la côte à 2500 mètres, puis à 750 mètres d'altitude, afin de filmer des bandes de plusieurs largeurs. Sur les relevés les plus précis, chaque pixel de l'écran, ces petits carrés qui composent l'image, représente une zone d'1 mètre de large. Après 2 heures de vol, l'hydravion amérit. Il reste une dernière opération à effectuer pour pouvoir analyser les images filmées par la caméra.
Cette opération consiste à retourner au fond de l'eau pour déterminer précisément la couleur de chaque type de fond marin. Le professeur Jobert va donc échantillonner des zones de sable, de rochers, des tapis de caulerpe ou encore des herbiers de Posidonie. Cet appareil, un spectromètre, mesure précisément la composition de la lumière réfléchie par chaque composant du fond marin. Ces données sous-marines, recoupées avec les données filmées par l'hydravion, vont permettre d'établir la première carte complète du fond marin méditerranéen. Voici l'image brute, filmée par la caméra. Après un traitement informatique en fausse couleur, on voit très nettement ressortir les différentes espèces d'algues, de sable et de rochers. Bilan de cette opération sans précédent, tout d'abord, les Posidonies se portent bien. Elles ne semblent pas directement menacées par la pollution de l'eau de mer et même par la Caulerpa taxifolia qui progresse beaucoup plus lentement que ne le craignaient les scientifiques. Beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de communes ont investi dans des stations d'épuration des eaux, donc il y a beaucoup moins de déchets qui sont rejetés. Il y a aussi beaucoup moins de travaux qui sont faits. La plupart des ports de plaisance ont été construits, on ne construit plus de nouveaux, il y en a pratiquement très peu. Donc tout ça fait que le milieu est quand même considérablement récupéré. En tout cas, il n'y a pas une détérioration importante qu'on aurait pu le craindre. Il faut continuer à faire des efforts pour protéger la vie marine, mais il faut dire aussi que ça va bien, de façon à ce que tous les gens qui ont investi des efforts, de l'argent, les pouvoirs publics, etc., quand même comprennent que leurs efforts ont été récompensés. Le Golden Shadow quitte une Méditerranée, semble-t-il, en meilleure santé et part rejoindre le Pacifique pour une nouvelle mission. Souhaitons aux scientifiques de nombreux mécénats de ce genre. On est donc un peu plus rassuré sur le sort de la Méditerranée, mais il faut quand même poursuivre les efforts pour la préserver des pollutions. En tout cas, ce n'est pas là que l'on va trouver les vagues les plus hautes du monde. Pour ça, il faut partir de l'autre côté de la planète, à Hawaï. Là-bas, on étudie les vagues sous toutes les coutures et on leur consacre même un bulletin météo spécial. Vous allez voir, c'est très étonnant. Hawaï, le paradis des touristes américains. À mi-chemin du Japon et des États-Unis, c'est un archipel isolé au milieu du plus grand océan du monde, le Pacifique. Au programme, soleil, farniente et bikini, mais ici la véritable institution, c'est le surf. On accourt du monde entier sur les plages d'Hawaï pour glisser sur des vagues qui peuvent atteindre 15 mètres de haut. Ces vagues géantes, au nord de l'île, sont réservées aux plus aguerris. Voici le journal télévisé le plus suivi de l'archipel. Chaque soir, l'information que tout le monde attend, c'est la météo. Et ce n'est pas que pour les beaux yeux de sa présentatrice, une ancienne Miss Hawaï, car Trini Kaopiki ne s'occupe pas seulement de la pluie et du beau temps, elle se charge aussi de la prévision des vagues. Tous les jours, elle indique pour chaque plage quelle sera le lendemain la hauteur des vagues et l'orientation du courant. Une information capitale pour toute la population. Ce n'est pas que pour les surfeurs. Il y a aussi les marins, et ceux qui vont à la plage veulent savoir à quel point les vagues seront grosses, s'ils peuvent emmener leurs enfants. Ces prévisions sont faites ici. Nous sommes à l'université d'Honolulu, et la surprise, c'est un Français qui est chargé d'informer les surfeurs. Jérôme Aucan est venu à Hawaï pour rédiger sa thèse d'océanographie. Depuis, il a été embauché comme prévisionniste et pour tenir à jour le site internet destiné à l'information des surfeurs. Il doit connaître chaque tempête et chaque courant du Pacifique, car ce sont eux qui sont à l'origine des vagues hawaïennes. On utilise des cartes satellites qui sont produites par l'équivalent de Météo France, qui nous permettent de voir quels sont les vents dans le Pacifique Nord. Avec ces vents, on peut en déduire la houle qui est produite pendant ces tempêtes. Quand la houle arrive près des îles d'Hawaï, il y a des bouées qui sont mouillées au large à peu près 12 heures de trajet pour la houle. Et ces bouées vont nous permettre d'avoir une prévision à 12 heures. Ça va nous permettre d'affiner la prévision. Ces bouées sont donc situées à plusieurs kilomètres de la côte. Ce jour-là, à bord d'un petit avion, une équipe de l'université est partie filmer la surface de l'océan. L'occasion d'aller vérifier l'état d'une des bouées. Car une fois déposée en mer, celle-ci est programmée pour fonctionner seule. En voici une, de près. Bourrée d'électronique, elle enregistre la force du courant ou la température de l'eau. Des informations envoyées via satellite vers les ordinateurs. Et pour compléter le dispositif, l'université installe des capteurs de pression sous-marins. Inconvénient, il faut aller les rechercher au fond de la mer pour recueillir les informations.
Pendant 2 ou 3 semaines de mesure, les données sont enregistrées dans le capteur de pression. Et quand nous les récupérons, nous les emmenons au laboratoire, nous les branchons sur l'ordinateur et on peut récupérer les données des 2 ou 3 dernières semaines. Et pour les bouées, c'est la même chose? Les bouées émettent en temps réel les données qui sont mesurées et tout est stocké sur un gros ordinateur à l'université. Donc la chaîne de traitement des données est assez différente pour la bouée ou pour les capteurs de pression. Pourquoi ici les vagues sont-elles aussi hautes? Parce que l'archipel reçoit de plein fouet une houle puissante qui n'a rencontré aucun obstacle sur des milliers de kilomètres. Sur la côte, cette houle bute sur un mur, la barrière de corail. Toute l'énergie du choc est évacuée vers le haut et la vague gonfle d'un coup. Résultat, de vraies montagnes d'eau. Les vagues ici sont particulièrement belles car les fonds marins sont très abrupts. Du coup, les vagues ne cassent pas au large mais tout près du rivage. Elles ont donc une très belle forme, sont très régulières et très puissantes. Voilà pourquoi l'archipel est un lieu idéal pour surfer. Et grâce au système de prévision des vagues, les organisateurs de compétition connaissent un jour à l'avance la plage idéale pour avoir les plus belles vagues. Pour affiner encore leurs prévisions, les scientifiques de l'université d'Hawaï cherchent constamment à améliorer leurs outils. Voici leur dernière trouvaille, des caméras installées en haut du clocher de l'église de Waimea. Cette plage cobaye, filmée 24 heures sur 24, fournira des informations encore inconnues qui seront intégrées par la suite au logiciel de prévision. Hawaï est ainsi devenu le site le plus équipé au monde pour l'observation des vagues et de la houle. À Hawaï, le signal est tellement fort qu'on peut avoir des données très bonnes parce que les instruments nous permettent de capter des vagues très grosses. Donc on a des données de très grande qualité ici. Et ça, sur la côte atlantique en France, on ne pourrait pas avoir ce même genre d'informations? On pourrait avoir un petit peu le même genre d'informations, mais pas aussi clair qu'ici, parce que les vagues sur la côte atlantique en France ne sont pas aussi grosses qu'ici. Pourtant, la France possède elle aussi une bouée au large de Brest. Mais l'administration française ne met pas à la disposition du grand public ces informations. Peut-être parce que le surf reste une pratique marginale dans notre pays. Peut-être tout simplement parce que les vagues n'y seront jamais aussi hautes que celles d'Hawaï. À Hawaï, comme sur les côtes françaises, la mer monte et descend 2 fois par jour. Un phénomène bien connu, mesuré, annoncé, mais dont l'explication n'est pas si évidente qu'il y paraît. Mais rassurez-vous, après ce reportage, le mécanisme des marées sera pour vous une question élémentaire. Tout le monde sait qu'il y a chaque jour sur les côtes de France 2 marées hautes et 2 marées basses. Mais pourquoi? Là, il y a déjà beaucoup moins de monde pour répondre. Pourtant, vous allez le voir, c'est tout simple. On dit souvent que c'est la Lune la grande responsable des marées. Son attraction attire vers elle l'eau des mers, ce qui provoque la marée haute. C'est vrai, mais regardez. S'il n'y avait que ce phénomène, il n'y aurait qu'une marée haute par jour, la Lune ne passant qu'une fois par jour au-dessus de nos têtes. D'où vient alors la deuxième marée haute? Elle est due au fait que la Terre et la Lune forment un couple en rotation. Cette rotation crée sur Terre, du côté opposé à la Lune, une force centrifuge qui attire également l'eau des mers. Attraction d'un côté, force centrifuge de l'autre, voilà nos 2 marées. L'amplitude de ces marées n'est pas constante. Tous les 14 jours, à la pleine lune et à la nouvelle lune, ce sont les grandes marées, ou marées de vives eaux. Une semaine plus tard, au premier et au dernier quartier, on observe des marées de faible amplitude, les marées de mortes eaux. C'est que le Soleil joue aussi sa partie. À la nouvelle lune, par exemple, ces effets se cumulent à ceux de notre satellite, ce qui provoque les grandes marées. Au contraire, lors du premier quartier, il forme un angle droit avec la Lune, réduisant l'effet de celle-ci. Résultat, les marées sont moins marquées. Il y a enfin un dernier facteur qui va influencer l'amplitude et le rythme des marées. C'est tout simplement la forme des bassins océaniques. Le relief sous-marin, le dessin des côtes va venir amplifier ou réduire l'effet des grandes ondes de marée créées par l'influence de la Lune et du Soleil. C'est pour cette raison que les marées sont à peine perceptibles en Méditerranée, alors qu'elles atteignent plusieurs mètres sur la côte atlantique ou dans la Manche.
En France, le record est atteint dans la célèbre baie du Mont-Saint-Michel. Aux grandes marées, la mer monte et descend de 15 mètres. Cela est dû à la forme particulière de la baie. L'onde de marée haute et l'onde réfléchie par la côte entrent en résonance, provoquant ces marées exceptionnelles. Elles sont d'autant plus spectaculaires que le sol sableux de la baie est très plat. Voilà pourquoi, à marée basse, la mer va se retirer de 15 km. Un terrain qu'elle va regagner en 6 heures. À certains endroits, l'eau progresse alors à la vitesse de 40 km/h. La vitesse, comme l'a dit Victor Hugo, d'un cheval au galop. Les océanographes ont étudié la marée sur à peu près tous les points du globe. Savez-vous par exemple que même la terre ferme, sous nos pieds, connaît une marée terrestre de 15 cm d'amplitude? Celle-ci est mesurée quotidiennement par les sismomètres. Cela est dû au fait que la Terre est élastique et se déforme imperceptiblement sous l'attraction de la Lune. Évidemment, le phénomène est moins marqué que pour les mers. Enfin, pas toutes. Le record mondial est détenu par la baie de Fundy au Canada avec une hauteur de 17 mètres. Mais la marée n'atteint que 50 cm sur la côte d'Azur. Mais revenons à la Manche. Voici une simulation informatique du passage de l'onde de marée. On voit bien cette onde en orange se réfléchir dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et cet effet se fait sentir bien au-delà. À Cherbourg, l'amplitude de la marée est 3 fois plus importante qu'en face, à Christchurch, sur la côte anglaise. En arrivant en mer du Nord, l'onde de marée bute sur la Scandinavie et se met à tourner autour des points marqués d'une croix, sur lesquels l'amplitude de la marée est nulle. Ça y est, tout est clair? Alors rappelez-vous la devinette à poser demain pour coller vos amis. Pourquoi y a-t-il chaque jour 2 marées hautes dues à la Lune? Voilà, les marées n'ont plus de secret pour vous. C'est très utile pour bien choisir le moment où se baigner, mais aussi où partir à la pêche. Mais au fait, savez-vous pourquoi sur les étals, les poissons sont de plus en plus petits? Comme on attrape trop de poissons, il y en a de moins en moins dans la mer et on ne leur laisse pas le temps de grandir. Ce phénomène mondial, c'est la surpêche. Chez nous, la Bretagne est particulièrement touchée. Les pêcheurs vont-ils parvenir à s'auto-limiter ou vont-ils définitivement vider la mer de ces poissons, comme ils en ont désormais la possibilité technique? E=M6 mène l'enquête. Un petit matin dans la baie de Saint-Brieuc. Le soleil n'est pas encore levé, mais déjà les marins du chalutier La Petite Nadine remontent leur premier filet. Aujourd'hui, c'est la sèche qu'ils traquent au large des côtes de Bretagne. La première prise est un peu décevante, une petite dizaine de pièces seulement. D'année en année, on retrouve beaucoup moins de poissons. Hein. Que ce soit la sèche ou le poisson, on sent bien que la ressource tarit par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Hein. Pourtant, le chalut, cet énorme filet, est conçu pour capturer plusieurs centaines de kilos de poissons d'un seul coup. Mais de tels exploits sont devenus rares. Depuis 30 ans, les populations de poissons diminuent et les pêcheurs se trouvent pris dans un engrenage. Il faut pêcher toujours plus longtemps pour remonter la même quantité de poissons. On laisse plus le temps aux poissons de se reproduire, quoi. Parce que le seul temps de reproduction qu'il puisse avoir le poisson, c'est quand il fait mauvais temps, que vraiment on peut plus aller en mer, quoi. Mais autrement, c'est pêché continuellement. Hein. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est pêché, quoi. C'est ce que l'on appelle la surpêche. Comment ça marche? Prenons une population de poissons, un stock en langage de pêcheurs. Tous les ans, ce stock s'accroît. Si l'on pêche la quantité correspondant à cet accroissement, le stock reste stable et la quantité de poissons disponible aussi. Mais si l'on prélève plus que l'accroissement annuel, la réserve diminue petit à petit, c'est la surpêche. Ce phénomène de surpêche touche aujourd'hui toutes les mers du globe, car on y pêche de plus en plus. La quantité de poissons pêchés chaque année dans le monde a été multipliée par 5. De 18 millions de tonnes en 1950, on est passé à près de 90 millions. Et d'ici l'an 2000, la barre des 100 millions devrait être dépassée. Conséquence, aucune espèce n'échappe à ces ponctions. Dans l'Atlantique et la mer du Nord, une des principales zones de pêche, 90% des stocks sont surexploités ou à la limite de l'être.
Par exemple, sur la morue de la mer du Nord, on prélève chaque année 60% du stock. On va dire donc le taux de prédation est très très fort, ce qui fait que les poissons ont peu de chance de vivre vieux et que donc le poisson est en moyenne très petit. Il faut dire qu'avec les bateaux de pêche actuels, la tentation est forte de pêcher beaucoup. Certains sont devenus de véritables usines à vider la mer de ses poissons. Même les petits bateaux qui ne pratiquent que la pêche côtière sont équipés d'appareils très sophistiqués pour traquer le poisson. Ici, c'est un positionnement par satellite, donc le GPS, une CB pour communiquer avec certains collègues et avec la Terre, et ici un ordinateur qui est couplé avec cet appareil avec le GPS. Donc une précision quand même qui est très bonne, puisque avec ce GPS, ça donne une précision inférieure à 5 mètres. Résultat, les pêcheurs peuvent enregistrer les endroits précis où l'on trouve encore du poisson et y retourner sans difficulté, quel que soit le temps. Et tandis que la capacité de capture des bateaux ne cesse d'augmenter, le nombre de bateaux, lui, ne diminue pas ou très peu. Nous sommes toujours en baie de Saint-Brieuc, mais cette fois-ci à la pêche à la coquille Saint-Jacques. Ce stock est exploité depuis les années 60. Très vite, les pêcheurs se sont rendus compte qu'ils couraient à la catastrophe. Les bateaux étaient de plus en plus nombreux à se partager un gisement qui, lui, diminuait. Pour éviter de tuer le stock, les pêcheurs ont décidé de limiter le nombre, la taille et la puissance des bateaux. Et surtout, chaque bateau ne peut pêcher la coquille que 2 heures par semaine. La technique, c'est de considérer que la coquille Saint-Jacques est un capital, et nous, on ne pêche que les intérêts de ce capital. On ne touche pas la masse globale qui est d'à peu près 14 ou 15 000 tonnes de coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Une démarche logique et qui va permettre ici la survie du stock de coquilles Saint-Jacques et donc son exploitation. Mais le système a ses limites. Car pour rentabiliser leurs investissements, les pêcheurs de la baie sont obligés de pêcher autre chose le reste du temps. Ils se tournent vers d'autres espèces où il n'existe pas de restrictions et celles-ci sont à leur tour victimes de surpêche. Pour éviter la surpêche, une seule solution, il faut réduire les quantités pêchées de toutes les espèces. Comment ? Actuellement, la communauté européenne tente de diminuer le nombre de bateaux, mais cela n'arrête pas la course au matériel. On a vu quand même des gens mettre 100 km de filet alors qu'on sait très bien qu'on peut en ramasser que 20, 25 km ou 30 km tous les jours. Donc c'était une course un petit peu pour faire plus, pour faire de plus en plus, une course économique qui était complètement idiote à terme, puisque de toute façon maintenant on arrive à vouloir casser les bateaux pour essayer de rectifier le tir. Mais c'est d'autant plus idiot que si on casse les bateaux, on n'empêche pas les autres de mettre autant de matériel qu'ils veulent à l'eau. Alors ça n'a pas de sens. Autre mesure, Bruxelles fixe chaque année des quotas pour chaque pays et pour chaque espèce. Allez, vas-y. Peine perdue, une fois encore. Ces quotas sont régulièrement dépassés. Et ce sont des quotas globaux. Chaque pêcheur, lui, peut pêcher autant qu'il le veut, quitte à oublier parfois de déclarer sa marchandise. Le pêcheur est dans cette situation-là. Dans la mesure où ça ne lui appartient pas, il n'a pas un souci modéré pour conserver la ressource. Et donc, il se dit, si moi je ne le prends pas, ça va être pris par un autre. Et donc, vous voyez que vous avez une incitation, si vous voulez, à frauder, dans la mesure où il n'y a pas de responsabilisation individuelle, si vous voulez, de l'activité. Dans certains pays, le pêcheur achète son propre quota de pêche. En France, le système n'est guère accepté. Mais, par ce moyen ou par un autre, il faudra bien arrêter cette course suicidaire, car la surpêche n'a qu'une issue, la disparition des stocks de poissons et celle des pêcheurs. Si on veut préserver le milieu marin et en même temps les pêcheurs, il faut donc arriver à partager et gérer de manière unique les stocks de poissons. Notre croisière d'exploration des océans se termine. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de poursuivre le voyage dans les profondeurs et de lever le voile sur d'autres secrets de la mer.